d'où nous est venue cette idée de créer des masterclass. Ça est venu tout simplement d'envie de partager notre passion pour la photographie. Donc on est deux de notre côté, il y a donc moi et Céline qui viendra se présenter juste après. Et donc dans ces masterclass qui auront lieu une fois par mois, donc on vous donne rendez-vous une fois par mois, on abordera ensemble des astuces, donc des techniques, des astuces pour au mieux réaliser vos photographies. Des bons plans en fonction de ce qu'on voit un petit peu dans l'actualité. Bon là c'est les soldes, alors il n'y a que des bons plans évidemment. Donc on va aborder ça, on verra surtout, et c'est un petit peu l'objet de ce soir, des tutoriels, donc un moyen ou nos techniques pour maîtriser au mieux un logiciel de montage, un logiciel de traitement, un logiciel de trucage, bref, tout ce qu'il vous faut pour profiter au mieux de tous ces petits logiciels. Et bah évidemment, mais bon, si vous êtes là ce soir, il y a de fortes chances que vous y soyez déjà abonné. Abonnez-vous à la newsletter, comme ça je vous envoie dès qu'on ouvre les inscriptions. Attention, ça part vite pour venir assister au masterclass. Et je m'excuse d'emblée aux personnes qui ne pourront pas se connecter mais qui écouteront le replay. Le fait de s'inscrire très tôt ne veut pas dire qu'une place vous est réservée, c'est les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Si vous arrivez en retard, malheureusement, on ne pourra pas vous recevoir. Donc on va se présenter très rapidement. Donc pour ma part, c'est Guillaume. Donc on est tous les deux fans de photos et de vidéos. Et nous animons notamment plusieurs communautés sur Internet. Donc Photopassion, qui est un blog photo. On a Autour de la vidéo qui lui est consacré à la vidéo. Et on a une petite communauté de fans ou d'arrachés de vidéos, c'est le forum GoPro.fr, où on ne parle un peu que des caméras de sport en général. Le titre est trompeur. Alors, peut-être laisser Céline se présenter quelques minutes. D'accord, donc elle le fera après. Donc rapidement, c'est quoi un appareil photo? Eh bien, un appareil photo, c'est ni plus ni moins que un moyen de capter la lumière. La photographie est un art donc de lumière. Donc la lumière vient rentrer via l'objectif, d'où l'importance d'en avoir un de qualité suffisante, et ça va venir frapper le capteur pour imprimer tout ce que vous voyez dans le cadre. Ensuite, on a pris un petit peu pour construire cette masterclass une série de questions qu'on nous pose très souvent, ou en tout cas qu'on vous a posées sur Facebook, et on vous a demandé quel boîtier vous utilisez. Il y en a deux qui ressortent, c'est hybride ou réflexe. Alors l'hybride, ça fait un carton ces 3 dernières années à peu près. Ça a beaucoup d'avantages et l'un des premiers, c'est principalement sa petite taille. D'accord? Donc c'est extrêmement petit, donc extrêmement maniable. Qui dit petite taille dit qu'il est extrêmement compact, donc on peut facilement le prendre en main. Et on voit un essor autour de ces appareils qui fait que on a un choix de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hybrides qui existent sur le marché et qui apportent aujourd'hui une qualité d'image qui est très 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 bonne. Alors ils n'ont pas que des avantages, ces petits hybrides, ils ont aussi des inconvénients. Et le premier, c'est que c'est un capteur plus petit. On va avoir un capteur dit micro 4 tiers, qu'on verra juste après, qui pour le coup est plus petit, donc qui va, vous allez voir, avoir un coefficient multiplicateur supérieur. Après, le problème aussi de toute cette miniaturisation de la technologie, c'est tout simplement que ça fait augmenter le prix. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des boîtiers donc extrêmement compacts, mais extrêmement bons. Donc il y a une balance qui se crée et du coup le prix augmente significativement. Après, on a le marché du réflexe. Alors, vous allez voir que sur le marché du réflexe, il y a une notion qui fatigue un petit peu, on va en parler juste après. Donc première chose, c'est que ça a beaucoup d'avantages. La première, c'est son ergonomie ou sa prise en main, c'est-à-dire qu'on est sur des boîtiers qui sont déjà beaucoup plus gros, d'accord, qui prennent beaucoup plus de place, donc pour ceux qui ont des grandes mains, le grip ou l'ergonomie
est mieux conçu pour nous, et vous allez voir que les menus à l'intérieur sont un petit peu plus ergonomiques, donc un peu plus accessibles, donc un peu plus pratiques. L'avantage du réflexe, c'est donc sa rapidité et indirectement sa visée, c'est-à-dire qu'on a une rapidité de rafale extrêmement bonne, et on a aussi un large choix pour les optiques. Et on en trouve à tous les prix, c'est-à-dire qu'on va partir d'un premier prix qui est déjà très raisonnable, à peu de limites, on va monter à 5 ou 6 000 euros l'appareil photo. L'inconvénient, c'est son poids, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que plus on va avoir un capteur qui est grand, plus on va avoir des technologies qui prennent de la place, un lecteur de carte, tout ça fait que son poids est plus lourd, donc plus encombrant. Et là où je suis de moins en moins d'accord avec ce marché-là, c'est on est à la course. Alors on n'est plus trop à la course au pixel, parce que ça, et on en parlera aussi après. On n'en est plus là. On en est à, il faut sortir un modèle tous les ans. Ce pour des gammes qui n'avaient pas de revue de renouvellement de parc depuis 4 ans. Je pense qu'on a un exemple du D700 est peut-être le mieux. On a eu le D800, après on a le D750. D810, on en est arrivé à, il faut sortir un modèle tous les ans. Donc on sort un modèle tous les ans, bien que, alors je sens que je vais en déchaîner plusieurs ce soir, bien que finalement, il y a des bugs. Le D800, il a des petits soucis de capteur. Et puis le D750, c'est pareil. Et puis le chez Canon, c'est un peu pareil. On a des soucis d'AF. Donc voilà, on est un peu arrivé à, il faut sortir un boîtier, milieu haut de gamme, et au péril de la qualité, parce que voilà, on sort des boîtiers qui sont plus ou moins pas tout à fait bien finis. Alors ensuite, quelle marque? Alors c'est moi qui vais reprendre la relève du coup. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde vu que j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. Au niveau de la marque, on n'est pas là pour rentrer dans un débat sur Canon versus Nikon versus Sony, Pentax. Enfin pas du tout. Avec Guillaume, on commence à en connaître pas mal. On a ça de notre préférence, mais au final, toutes les marques ont leurs points forts et leurs points faibles, et toutes les marques sont très bonnes aujourd'hui. Donc on rentrera pas dans ce débat. Ce que juste vous devez savoir, c'est qu'au moment de choisir votre appareil photo, vous devez tenir compte déjà de votre budget, très important, de l'ergonomie, de la prise en main en fait de l'appareil photo. C'est juste que par exemple, alors, je prends ce réflexe Canon et Nikon. Les Canon et les Nikon n'ont pas la même ergonomie, n'ont pas les boutons à même endroit. Sur le Canon, il y a la double molette qui est derrière que certains affectionnent particulièrement. Chez Nikon, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment aller les tester, les prendre en main, regarder en fait l'ergonomie que vous préférez. Si possible, faire un test terrain, mais ça, c'est pas toujours facile. Mais vraiment, avant de choisir votre marque, c'est aller voir en fait ce qui se fait et celle que vous préférez déjà. Alors, autre chose, c'est aussi de tenir compte de vos préférences sentimentales. C'est tout bête, j'ai envie de dire, tous vos collègues sont Canon, vous avez envie de faire comme vos collègues, finalement vous allez sûrement prendre un Canon. Votre premier appareil photo quand vous aviez 10 ans était un Nikon, il y a des grandes chances que vous continuez chez Nikon, sans forcément que ce soit le coup de cœur au départ, mais c'est plus parce que vous savez que vous avez été Nikon depuis que vous êtes tout petit, et ça compte à vos yeux. Voilà, donc ça c'était pour finalement un premier choix de marque, comme on vous disait, on ne va pas vous conseiller de modèle ce soir, mais plus des pistes. Et on va surtout essayer de vous expliquer tous les différents termes présents qu'on peut trouver justement quand on va à la Fnac, quand on va à Carrefour, quand on va à Darty, et qu'on veut regarder pour acheter un appareil, et que des fois ces termes-là, c'est du charabia pour nous. Alors première chose, full frame APS-C ou micro 4 tiers. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, notamment le micro 4 tiers. Ça correspond justement à la taille du capteur. Donc on a mis une petite image. Ça, par exemple, c'est un micro 4 tiers, c'est un capteur de micro 4 tiers. Alors, ces deux-là sont des capteurs d'APS-C. Donc, en jaune, nous avons le capteur du Nikon,
En rouge, le capteur du Canon, ils sont juste un tout petit peu différents. Et en bleu, on a ici un capteur full frame. Le capteur full frame, donc on peut le voir tout de suite, est beaucoup plus grand par exemple qu'un capteur micro 4 tiers. Alors comme avantage, c'est que du coup, plus votre capteur est grand, plus vous avez d'informations, plus du coup vous allez avoir aussi une qualité d'image très importante, mais plus vous allez devoir être exigeant avec votre matériel. Si effectivement vous voulez avoir une très bonne qualité d'image, si vous mettez un objectif, on va dire tout pourri, je suis désolée pour le terme, mais vous pourrez avoir le meilleur boîtier du monde, ça servira à rien. Alors, du coup, vous allez me dire, bah, faut forcément prendre du full frame. C'est pas forcément vrai. Parce que justement, le choix du format du capteur dépend également de l'utilisation que vous voulez en faire. On a vu donc les tailles de capteurs étaient différentes. Du coup, alors on parlera de focale, on nous expliquera peut-être mieux tout à l'heure ce que c'est. Votre objectif que vous voulez mettre dessus n'aura pas la même focale. Un 50 mm, par exemple, va rester un 50 mm en full frame, va devenir un 75 mm chez Nikon sur un APS-C parce qu'il a un coefficient multiplicateur de 1,5. Chez Canon, c'est 1,6 par exemple. Et sur un micro 4 tiers, ça devient un 100 mm. Donc ça commence à devenir un petit téléobjectif. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si vous faites de la photo sportive ou animalière, vous allez avoir besoin d'aller chercher du coup les choses très loin. Donc on peut vous conseiller de prendre justement un APS-C ou un micro 4 tiers. Ça vous permet tout simplement que de n'importe quel objectif, de le rendre un peu donc plus long en fait, donc c'est plus de zoom. Du coup, vous pouvez avoir du coup un plus gros zoom pour moins cher. Par contre, si vous faites de la photo d'architecture, vous avez besoin plutôt d'un grand angle. Et si vous mettez un coefficient multiplicateur sur un grand angle, vous perdez cet effet justement que vous avez sur l'architecture pour prendre la globalité de la place, par exemple. Et ça peut poser des problèmes, surtout que c'est pas forcément intéressant. Donc pour la photo d'architecture, c'est plutôt le full frame, par exemple, qu'on peut vous conseiller. Alors, on va parler résolution maintenant. Donc, on entend, et à juste titre, on entend souvent parler de 12 millions de pixels, 21 millions de pixels ou 36 millions de pixels. Mais on va faire un jeu, enfin un petit jeu, et du coup, c'est pas mal qu'on soit nombreux, soit, à votre avis, et on va utiliser le module de questions là, ceux qui m'ont répondu oui tout à l'heure on l'ont reconnu, mais à votre avis, aujourd'hui, si je devais faire une photo, quel, entre guillemets, million de pixels, donc si on devait, par exemple, je sais pas moi, un 60-40, enfin voilà, si on devait, à votre avis, quelle incidence les millions de pixels ont sur votre photo, sur la qualité de votre photo? Alors, je suis assez d'accord avec ce que je vois dans les réponses. Je vais refaire ma question. Pour faire un tirage, donc un tirage classique photo, quel nombre de millions de pixels j'ai besoin? Voilà, c'est ça la question. Alors, il y a de tout et il y a un petit peu de faux. Alors, pour faire un tirage d'art, je vais vous dire, alors un tirage d'art c'est un peu grand comme terme, mais je vais vous dire ce qui est le mieux pour moi en termes de résolution. Et vous allez voir, c'est clairement pas le 36 millions de pixels, pour plein de raisons en plus. Donc, on va repartir un peu de la base. On sait qu'une photo numérique, c'est composé de pixels. Qu'est-ce qu'un pixel? Un pixel, c'est des petits points, alors colorés, hein, collés les uns aux autres par rapport aux autres. D'accord? C'est-à-dire qu'une photo, c'est plusieurs petits carrés, tout petits carrés, collés les uns aux autres. Si vous avez 2 secondes, après la conférence, vous allumez votre télévision, vous vous rapprocherez
Et vous verrez que sur une télévision, les pixels, quand on se rapproche vraiment, on les voit clairement. Donc, plus on a de pixels, plus on a d'informations et, hop, j'enlève ça, et de détails. Et donc, plus on va avoir d'informations, plus on va pouvoir faire de grands agrandissements. Et c'est là où il y a beaucoup d'idées reçues. Pour faire un tirage en 20 par 30, donc c'est-à-dire 2 fois plus grand que nos photos 10-15, donc ce qu'on va dire, c'est-à-dire un format déjà assez grand, donc le format A4, il faut 5 millions de pixels, pas plus. Avec du 12 millions de pixels, on tire aisément du 80 par 120. Alors, déjà, il faut voir les murs, pour faire ça, du 120. Et après, imaginez ce qu'on peut faire avec du 36 millions de pixels. On peut aisément faire du 4 par 3. D'accord, donc tout simplement les panneaux publicitaires à l'extérieur. Alors, il va y avoir sûrement des pointilleux qui vont me dire attention, cela aussi dépend du DPI et du support utilisé. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, on n'est pas tous en train de tirer sur du fil art. Donc, un poster ou un tirage sur toile aura besoin de beaucoup moins de pixels qu'un tirage fil art. Et en plus, la résolution est importante si vous avez en face des objectifs professionnels. Exemple, alors si je prends un D300 par exemple, ou un 50D, ils vont être entre 7 et 8 millions de pixels. 17-18 pardon, 17-18. Si en face vous mettez une optique, on va dire un 24-70, donc une très bonne optique, le rendu sera excellent. Par contre, si vous mettez un 36 millions de pixels, donc on va prendre par exemple l'exemple du D800, et que vous lui mettez en face 18-55, donc l'objectif du kit de base Nikon premier prix, le résultat va être catastrophique, tout simplement parce que les 36 millions de pixels, il faut les alimenter correctement. Donc si votre optique en face du capteur n'est pas du tout en accord avec, j'ai envie de dire, l'exigence du 36 millions de pixels, vous allez avoir une qualité amoindrie, voire médiocre, tout simplement. Donc des objectifs, on vous le dit, il en existe des dizaines, mais concrètement, lequel choisir? Et finalement, que signifient tous ces sigles dessus là, les trucs AFS, VR, USM, bref, des trucs hyper pas clairs quoi. La 70-200, f2.8, VR, 24-70, LF, 2.8, IS, USM, 18-55, 3.5, 5.6. Et bah tout ça, ça a une signification et il faut juste l'expliquer. Donc la focale en photographie dite réflexe, c'est ce qu'on appelle un zoom sur les compacts ou sur les bridges. Et nous, dans le monde de l'hybride ou du réflexe, on va les appeler focales. Et la focale, elle est tout simplement exprimée en millimètres. Il existe 4 grandes familles d'optiques, donc les grands angles, le standard, le téléobjectif et les focales fixes. Voici 3 exemples différents issus de la même photo, mais recadrés pour vous montrer ce que ça ressemble à un grand angle, donc très large. On a souris 2 secondes, hop là. On voit ici qu'il y a un arbre, et puis on voit que on est sur le haut de la montagne. Si maintenant on passe au standard, vous voyez que l'arbre ici, qui était là, il n'y est plus. Et finalement, on n'est plus sur le haut de la colline, on est plutôt sur le bas de la colline. Et quand on prend le dernier, déjà on commence clairement à distinguer la voiture. Là, il n'y a plus du tout d'arbres, d'accord. Hop, j'enlève ça. Plus du tout d'arbres, et on voit très bien le clocher de l'église. Maintenant, l'ouverture. Alors, l'ouverture, je vais reprendre le relais. Juste, juste oublier un petit truc sur les objectifs. On a parlé de 3 grandes familles. Juste les fixes, là, vous l'aviez pas dans l'exemple. Les focales fixes n'ont pas de zoom.
Donc ça correspond à 50 mm, 85 mm par exemple. Donc il y a juste une seule focale sur l'objectif de proposer. C'est justement, ce sont des objectifs qui sont moins chers ou de meilleure qualité avec une très grande ouverture. C'est là ce qu'on va voir justement ici. Donc l'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce qu'on voit donc dans les choix d'objectifs, c'est ce qui est après le petit f. Donc c'est la quantité de lumière que l'on laisse passer à travers l'objectif. Et justement, donc c'est ce qu'on appelle f1.8, f2.8, f4, f5.6, 6.3, enfin voilà. Ça suit une courbe logarithmique, ça veut dire qu'une ouverture à f1.4 va transmettre 2 fois plus de lumière qu'à f2, et une ouverture à f2 transmet 2 fois plus de lumière qu'à 2.8, etc. L'intérêt d'avoir une très grande ouverture, donc comme f1.4, permet déjà, vous allez voir une très petite profondeur de champ, on va le voir dans l'image qui suit, et surtout ça va permettre de pouvoir faire des photos même quand il fait extrêmement sombre. Donc là on a pris 2 exemples. La première photo a été prise sur le pont des Arts, donc avant qu'il nous enlève tous les cadenas à f1. De mémoire, c'était à f2.8 par contre. Donc on voit très bien que notre cadenas rouge est net, mais que tout le reste est flou. Donc c'est ça qu'on appelle avoir une petite profondeur de champ. C'est que la première zone, là où vous faites votre focus, est extrêmement nette, mais tout le reste devient flou très rapidement. C'est très utilisé par exemple dans les portraits. Vous allez avoir l'œil de net, mais vous allez avoir les oreilles qui seront déjà floues. Donc ça vous permet d'isoler un sujet par rapport finalement à une scène ou un événement. À côté, la photo d'à côté a été faite à f5.6, donc déjà on commence à voir un peu plus de cadenas. Et là, j'ai pris un exemple donc plutôt de grandes ouvertures à f11 et à f16 directement à droite, où là on distingue quasiment tous les monuments, tous les cadenas. On a le détail de beaucoup d'entre eux, on doit pouvoir même lire les inscriptions qu'il y a sur les premiers. On voit même la poubelle verte qui est derrière. Voilà. Donc comme on disait, une très grande ouverture, donc f1.4, f1.8, a l'avantage de pouvoir permettre de faire des photos dans des conditions très difficiles, où il y a très peu de lumière, donc par exemple le soir. Donc par exemple, si vous achetez un objectif où il y a marqué f2.8, par exemple le 24-70 s2.8, ça veut dire que vous allez prendre des photos, vous pouvez les prendre en f2.8, vous pouvez les prendre en f4, 5.6, f11, f16. Par contre, vous ne pourrez pas les prendre en f1.8. Si vous achetez un objectif, par exemple le 18-55, qui ouvre à 3.5, 5.6, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 18 mm, vous allez pouvoir prendre des photos à f3.5. Vous pouvez prendre aussi des photos en 4, en 8 et tous les chiffres qui suivent derrière. Par contre, en 55 mm, vous pourrez prendre des photos qu'à compter de 5.6. Donc le 3.5 ou le 4 ne vous sera même pas proposé. Donc c'est intéressant de voir vraiment cette plage même d'ouverture qui est proposée sur les objectifs. Vous vous en doutez bien, plus l'ouverture est grande, donc les objectifs qui ouvrent à f1.8, f1.4, voire même il y en a certains qui ouvrent à f1.2, sont chers, mais c'est aussi des objectifs qui sont énormes. Prenez l'exemple du 50 mm 1.2, je sais plus quel est son poids, mais il doit faire un bon petit kilo à lui tout seul, il est énorme. Alors, on va parler un petit peu de stabilisation. Alors, c'est des cycles que vous pouvez voir, par exemple chez Nikon c'est VR, et chez Canon ça va être le terme IS. Alors, c'est quoi ça? Alors, il faut déjà savoir finalement que notre corps il bouge en permanence, et que souvent sur les photos, ça peut entraîner du flou, ce qu'on appelle le flou de bouger. Donc pour pallier à ce problème, il y a 2 règles à connaître absolument. Donc déjà, si vous faites des photos à main levée, interdiction de descendre à au-dessous d'un 50e au niveau vitesse, sauf si vous êtes extrêmement, on va dire, stable, mais bon. On va dire interdiction de passer sous les 150e, sous les 1/50e, je vais y arriver. Deuxième règle, c'est que par exemple, il faut pas passer en dessous aussi du 1 sur la focale. Alors c'est juste si vous faites une photo en 200 mm, vous ne devez pas descendre au-dessous d'un 200e au niveau vitesse. Sinon, vous avez énormément de chances que votre photo soit floue parce que vous avez bougé vous-même. Et justement, la stabilisation, donc ce VR et ce IS, indique que votre objectif est stabilisé. Et ça vous permet justement, c'est l'objectif qui va compenser un petit peu vos mouvements. Et ça va permettre d'éviter justement ce flou de bouger
un minimum. C'est-à-dire qu'en 200 mm, vous allez pouvoir peut-être descendre à 1 centième, 1 quatre-vingtième. Alors, toujours pareil, je pense qu'au bout d'un moment, de toute manière, on bougera trop, mais voilà, vous pourrez descendre au moins 1 centième. Et mine de rien, quand on est dans des conditions difficiles de lumière, gagner justement en vitesse, c'est extrêmement important. Alors, on continue, pardon. On continue avec la motorisation. Donc, deux façons d'appeler les optiques motorisées. Donc, chez Canon, ça va être USM, et chez nos amis Nikon, ça va être AF-S, veut tout simplement dire que ces optiques sont motorisées. Par exemple, si vous utilisez un boîtier non motorisé, comme le D3300, vous pouvez tout de même bénéficier de l'autofocus, en gros la mise au point automatique. Donc la réponse c'est ah mais si je n'ai pas d'objectif motorisé sur un D3300, donc si je n'ai pas un objectif AFS sur un D3300, la mise au point se fera de façon manuelle, exactement. Sur un boîtier dit motorisé, l'objectif sera par contre plus rapide et plus silencieux. Donc la différence, donc il y a certaines marques où le moteur est dans le comment dire dans le boîtier et d'autres marques où le moteur, donc en l'occurrence Canon et Nikon, se trouve dans l'optique. Ensuite, on va avoir deux types d'optiques. Donc les objectifs dits DX et les objectifs dits FX. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de la présentation, on vous a parlé du format APS-C et du format full frame. Tous les objectifs peuvent être adaptés sur un format APS-C. On est typiquement dans la phrase donc qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'un objectif dit FX pourra très bien aller sur un DX. Mais ce n'est pas du tout la même chose pour les situations inverses. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre un objectif DX sur un FX. Au moment d'acheter ou de faire votre super acquisition d'après les fêtes, vous devez vous projeter dans 1 ou 2 ans et surtout, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de référence spécifique ou de marque spécifique, vous devez toujours vous projeter 1 ou 2 ans. Un appareil photo, ça coûte très cher, une optique de qualité, ça coûte très cher. Projetez-vous bien dans le temps. Si vous n'avez pas besoin d'avoir une optique de qualité, cela ne sert à rien d'investir des dizaines d'euros. Ensuite, un appareil photo numérique, ça va être la pellicule ou le film a été remplacé par ces fameuses copines, les cartes mémoire. Donc une carte mémoire, c'est caractérisé par plusieurs choses. Déjà un format, donc ça peut être une compact flash, un format SD, un micro SD, par sa taille, donc ça peut être du 8, du 2, du 16, du 32, du 64, du 128, du 256, bref, à peu près toutes les tailles. Nous par contre on va vous recommander un truc, mais on en parle après, c'est la taille qu'on va vous recommander. Donc le format, je vous le disais, compact flash, donc format historique, extrêmement robuste, extrêmement durable dans le temps. Le format SD qui tend à avoir ce niveau de qualité, donc durer longtemps. Micro SD, c'est un peu récent, ça marche très bien dans les téléphones, dans les GoPro. Ça a quand même des soucis de compatibilité de processeur à l'intérieur, donc on n'est pas aussi mûr sur les micro SD que sur les SD ou les compact flash. Maintenant, pour choisir sa carte mémoire. Donc la taille déjà se mesure en gigaoctets. Donc plus vous avez de gigaoctets, plus vous pouvez mettre de photos. Mais plus vous serez triste, voire anéanti, en cas de perte. Donc pour le coup, on vous conseille clairement des petites capacités. Donc soit du 8, soit du 16, soit du 32 Go. Ensuite la vitesse. Alors,
plus elle va vite, plus vous pourrez utiliser le mode rafale. Donc, plus vous allez pouvoir shooter en mode rafale. Si vous avez un boîtier avec une grosse résolution, c'est clairement indispensable d'avoir une carte extrêmement rapide. Sinon, vous allez arriver extrêmement vite à saturation de la mémoire interne de votre appareil et vous allez vous retrouver dans l'incapacité de pouvoir déclencher. C'est-à-dire que quand votre boîtier arrive à saturation et que votre carte est à saturation, le déclencheur se bloque tout simplement. Et là, la vitesse va se mesurer en x100, x200, x même 1000 sur les cartes compact flash. Donc évidemment, plus on va monter en vitesse, plus ça va coûter cher. Et en carte SD, on va mesurer en classe 1, classe 2, classe 10. Aujourd'hui, beaucoup sont en classe 10, investir dans une classe 10. On continue avec les accessoires. Alors, premier accessoire indispensable, c'est la lanière, mais pour des milliards de sécurité, pour deux raisons, pardon. Déjà, la première, c'est la sécurité de votre matériel. Votre sécurité à vous si on essaye de vous le piquer. Bref, la lanière, c'est indispensable. On vous recommande peut-être de remplacer la lanière d'origine qui a un peu tendance à couper le cou. Ensuite, le sac photo, c'est pareil, c'est un accessoire que vous allez avoir quasiment ou très souvent sur vous. Donc, vous pouvez choisir un sac à dos, un sac en bandoulière, c'est votre choix. Nous, dans notre cas, dans notre prestation, on va avoir des sacs en bandoulière. Arriver dans la voiture, les appareils photo vont repasser dans des sacs à dos. Et ensuite, on choisit carte mémoire et protection déjà des cartes mémoire et de votre matériel. S'il pleut, un sac Ziploc fait très bien protection étanche, en tout cas pour quelques minutes. Et évidemment, c'est bien beau d'avoir acheté tout ce beau matériel et avoir investi 5000 € dans toute la cagnotte qu'il faut pour le parfait photographe, si il vous faut garder quelques euros pour vous équiper d'un logiciel de traitement. C'est ce qui fera le rendu de vos photos, tout simplement. Et du coup, on termine par un petit rappel. Donc, on a sorti avec Céline l'e-book Les 30 erreurs du photographe. Donc, c'est 30 erreurs que vous pouvez imprimer dans votre sac pour ne pas oublier une batterie, un câble. Bref, on a listé les erreurs qu'on a faites les plus courantes. Là, c'est les nôtres pour le coup. Et on vous les a mis dans un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement.